Allez, on est de retour pour la deuxième partie de l'émission, toujours avec mes deux invités, Akleso Eso et Dominique Lacmont. On va continuer par dire quelques mots sur la Palestine, où plusieurs États reconnaissent un État palestinien, dont la dernière en date, la France. Emmanuel Macron a prononcé un discours devant la tribune des Nations Unies pour dire sa reconnaissance de l'État palestinien. La France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien. Alors voilà un peu la position de ces pays. Ils disent pour la paix, il faut une solution à deux États. On a un État palestinien, on a un État israélien, et les deux doivent avoir des frontières délimitées. Il y a même eu des accords antérieurement pour cela. Mais aujourd'hui, Israël estime que l'existence d'un État palestinien menace la sécurité israélienne. C'est ce que je veux que les gens comprennent. En fait, les gens oublient qu'en Palestine, il y a une branche d'Hezbollah qui est au niveau de la bande de Gaza. Chaque fois qu'ils s'attaquent sporadiquement aux installations ou aux Israéliens. Et d'ailleurs, ils sont financés par l'Iran sur ce projet. Et que la connaissance, si elle n'est pas suivie d'une vraie garde-fou, d'un vrai garde-fou créerait un problème à tel point qu'il y aura plus de tentatives d'incursion envers l'Israël du bombardement, parce que on n'a pas véritablement résolu le problème où les gens quittaient la Palestine pour aller tuer 1000 Israéliens la nuit, je pense octobre 2023. On n'a pas réglé le problème comme il le faut. On devait chercher les coupables et l'ONU doit chercher les coupables, les condamnés ou les juger. Mais ça, c'est pas fait. Donc, Israël a fait justice lui-même. Et c'est dans la justice d'Israël qu'il y a eu les exagérations. Donc, moi, de mon côté, je pense qu'un État palestinien et un État israélien, c'est bon. Mais je ne sais pas, parce que Israël et la Palestine sont entrelacés, imbriqués entre eux. Vous allez voir qu'ils se partagent Jérusalem, la capitale. Oui, donc, il y a même des cimetières israéliens qui se retrouvent en Palestine et des cimetières palestiniens qui se retrouvent en Israël. Donc je ne sais pas. C'est à cause de la colonisation de l'État hébreu qui fait qu'ils empiètent sur ce qui devait être considéré comme le territoire palestinien. Oui, Samuel, nous avons été colonisés par les Arabes. Jusqu'à présent, on n'a jamais réclamé le Maghreb. Le Maghreb appartient aux Africains. Mais il y a le Maroc qui sont salés là-bas. Jusqu'à présent, nous avons pris ça. Donc, comment l'Africain s'est résigné et jusqu'à présent, on parle de colonisation européenne. On a oublié que la Libye, tous ces pays sont venus occuper le nord de l'Afrique, les terres les plus de l'Afrique. Mais pourquoi nous ne réclamons pas ça aujourd'hui? Pourquoi une région de la société ne peut pas nous dire, nous, Africains, qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer par chasser ou nous allons demander à ce que le Maghreb nous cède, ça ne se fait pas. Or, il y avait les Noirs là-bas. Ces Noirs même sont plus paupérisés aujourd'hui dans ces pays. Mais personne n'en parle. Mais c'est la même chose. Donc la colonisation a fait aussi ses victimes. Donc disons qu'aussi subissent cela, mais on peut les aider, oui, on peut les aider, mais faisons de façon sérieuse pour que ça ne crée pas de problème. Moi, je ne suis ni pour Israël, ni pour Palestine, parce que ce problème, comme je le dis, c'est une idéologie. Il y a des gens qui restent en Iran, ils tirent sur Israël au nom de la Palestine. Il y a des gens qui restent au Liban, ils tirent sur Israël au nom de la Palestine. Donc, il faudra que ça se fasse connaître par tout le monde. Il y a l'accord d'Abraham qu'ils ont signé entre eux. Pourtant, cet accord a capoté à cause moi je les appelle les rebelles ou les terroristes. Parce qu'il y a ça, il y en a. L'Hezbollah existait. Et ça bombarde de temps en temps Israël. Et l'Iran finance ça. C'est normal que l'Israël aussi se défende. Je ne suis pas d'accord par rapport à la génération d'Israël, mais on n'a qu'à faire un tel enceinte que si ça doit se suivre de ce que les États-Unis vont dire, c'est parce que c'est Donald Trump ici qui a dit que, entre-temps, je pense que c'est en janvier, qu'on n'a qu'à prendre une partie de la population palestinienne, on donne à l'Égypte, on donne une partie à l'Arabie Saoudite, et les gens n'étaient pas d'accord. Alors, si Donald Trump savait que la solution à deux États était possible, pourquoi ne pas le faire? Même la France, ce n'est pas maintenant que la France reconnaît. En 2014, le Parlement français avait voté une résolution reconnaissant l'État palestinien. Donc, Donald Trump, Emmanuel Macron n'a fait qu'entériner ce que le Parlement français avait dit depuis. Donc, moi, je suis pour ça, mais si ça devait encore gérer des problèmes, si la Palestine comme ça,
peut rester, même si elle est autorité, que l'Israël ne l'attaque plus elle, et qu'il soit paix, c'est bon. Mais s'il peut que les deux États aussi dans la paix, c'est bon. D'accord. C'est vrai que c'est un problème très complexe parce que depuis 1947-48 que l'État hébreu a été créé, Israël a été créé, on n'a pas trouvé de solution à ce problème et c'est pas sur ce plateau qu'on va trouver la solution. Mais si Israël dit l'existence d'un État palestinien me menace, sans proposer concrètement les Palestiniens qui sont sur leur terre, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Non, mais je pense que si aujourd'hui il dit s'il y a une menace Israël, c'est-à-dire une menace qui plane sur la sécurité israélienne, c'est parce que l'État n'existe pas encore. Il faut qu'au moins l'État là existe, qui maîtrise ses territoires, qui sécurise ses territoires, qui fait quoi? Et qui sait qui sur son territoire qui est là et qui fait quoi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un État, est-ce que l'Israël a permis qu'un État palestinien existe? Il y a un gouvernement palestinien quand même. Non, mais ce gouvernement-là, quelles sont ses marges de manœuvre? Le président, c'est Mahmoud Abbas, non? Vous voyez ça? Donc, est-ce que l'État, il faut que l'État d'abord existe pour voir si l'État là constitue une menace. C'est comme si on dit le Bénin, nous, on a décapité notre territoire pour donner au Ghana. Le Ghana, c'est que on a un territoire là-bas togolais qu'on doit réclamer. Mais aujourd'hui, est-ce que nous attaquons, on agresse le Ghana, parce qu'on a, même si on accepte à respecter ces territoires qui sont délimités par ces gens-là aujourd'hui qui se battent un peu partout. C'est eux qui ont délimité. Et nous, consciemment, le Ghana et le Togo, on connaît la limite du Togo, mais en fonction de quoi on ne sait pas, et les gens sont venus diviser, voilà votre territoire, voilà ici, on nous a rétréci un rectangle de petits. Voilà. Aujourd'hui, je pense que pour qu'on ne commence pas à juger, il faut accepter la cohabitation. Si la cohabitation est là, et que vous permettez à l'autre d'occuper son territoire, et qu'il y a une menace, au vu de tout le monde, on sait que non, mais à l'état de création. Mais n'a qu'à garantir à l'Israël qu'il n'y a pas une seule requête qui sera tirée sur Israël. C'est là où on attend cette organisation onusienne. Il faut prendre des décisions pour contrer d'autres personnes à respecter une décision et d'autres aussi à se comporter d'une bonne manière vis-à-vis de l'autre. Donc si je pense que s'il y a eu ces décisions-là et qui sont accompagnées par des actions, je pense qu'on n'aura pas de problème. Dans tous les cas, mais l'issue de cette guerre, il faut qu'un jour qu'on ait la paix. On ne peut pas rester tous les jours à tirer, mais c'est des gens qui en pâtissent. Aujourd'hui, je pense qu'il faut également aller, mais on ne peut pas imposer, Israël ne peut pas imposer, moi je parle vraiment conséquemment, on ne peut pas imposer des gens aujourd'hui à devenir israéliens s'ils n'en veulent pas. Est-ce que si c'est le cas, mais il faut qu'il y ait un référendum. Vous avez vu en 2014, pour que la Russie annexe la Crimée de l'Ukraine, il y avait ces marges de manœuvre où il y avait des pro-ukrainiens et des pro-russes, et il y a eu un référendum qui a été au détriment c'est-à-dire qui est allé en faveur de la Russie, et la Russie a pris ses actions pour annexer la Crimée. Est-ce que c'est le cas qui se passe au niveau de Palestine? Est-ce que les Palestiniens, il y a d'autres Palestiniens qui veulent devenir israéliens? Je pense que ce n'est pas le cas. Donc il faut réellement qu'on puisse trouver une solution et que l'autre Israël soit en sécurité et que la Palestine aussi soit en sécurité. Revenons sur le continent avec la Guinée. On va parler du référendum. 89% de oui, 86% de participation. Le ministre de l'administration territoriale de la Guinée, Ibrahima Khalil Condé, a annoncé le 23 septembre dernier les résultats officiels provisoires du référendum constitutionnel de dimanche. Il reste à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême de valider ces résultats et mettre fin au processus référendaire. Mais ce qu'on note, c'est une forte participation. Selon les résultats communiqués, 86% des électeurs se sont rendus aux urnes, 89% ont voté en faveur du oui à Klesso Esso. L'opposition, on le sait déjà, rejette ces résultats, mais c'est dire que les Guinéens ont, j'ai envie de dire, plébiscité cette nouvelle constitution. Honte à la Guinée, honte à Doumbouya. Oui, nous, on est contre le terror, comment dire, le coup d'État.
les gens ne nous comprennent pas. Mais aujourd'hui, je pense que tous nous donnons raison par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, on disait que c'est Alpha Condé qui n'est pas bien ou qui n'est pas bon. Et on veut faire partie. Maintenant, est-ce que le vin qui boivent maintenant la coupe est plus douce au temps de Condé ou au temps de Doumbouya? Ils le diront. Comment on peut dire une élection avant laquelle on a refusé aux membres de l'opposition et aux militants d'opposition de manifester, de sortir, et que ce ne sont que les membres du pouvoir qui sont sortis pour faire leur fanfaron, et après on nous dit que la population a participé à 86%. Et moi, je honte à la Guinée, honte à Doumbouya, et c'est ça que je dis. Vous voyez, c'est ça que je dis au début, c'est que le problème n'est pas l'étranger ou le blanc. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est que, voyons comment on fait. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc, moi, on le fait parce qu'on veut se ressembler au blanc, mon frère. Non, le blanc ne fait pas ça. Si le blanc, personne ne peut faire ça. On a une politique blanche. Non, le blanc ne peut jamais faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui fera ça en France. C'est ça que je ne comprends pas. Ouais. En tout cas, moi je dis, il y a eu un sujet qu'on a traité ici et qu'on sait que ça va passer. Même, je pense que Condé est sorti, dit même que tout est taillé pour que Doumbouya continue. D'abord, quand vous voyez le colonel est devenu général et tout ça, là, j'ai mal à la gorge quand je parle de la Guinée parce que j'ai le cœur meurtri par rapport à ce qui se passe là-bas. Je pense que Doumbouya, pour lui, il est dans un royaume et non à la tête d'un État et il fait ce qu'il veut. Et ce qui me fait mal, c'est les juges, les hommes de droit qui sont dans ce pays et qui sont d'accord à cause de leur ventre et qui acceptent toutes ces choses et qui jugent, qui sont là aussi pour dire, moi, j'ai honte de tout cela. Donc, des fois, je ne sais pas ce qu'il faut dire par rapport à ça. Je veux simplement dire que honte à la Guinée, honte à Doumbouya, honte à tous ces juges qui sont complices de ce que cette population vit là-bas. Dominique Lacmon. Oui, moi je pense que aujourd'hui, s'il y a des leçons à tirer, je pense que pas seulement au peuple guinéen qui aujourd'hui souffre des actions du général, du colonel Doumbouya entre-temps et aujourd'hui général. Et c'est pour dire que nous devons beaucoup apprendre, d'accord, quand nous sommes dans un État et que nous devons faire la part des choses. Je me demande aujourd'hui le front FNDC qui a milité pour que Doumbouya profite faire son coup d'État serait en train de mordre les doigts et comme le mouvement de Imam Dicko au Mali, comme comment on appelle Balai citoyen au Burkina. Aujourd'hui, ces mouvements de la société civile qui se visaient dans ces pays aujourd'hui sont en train de mordre des doigts et c'est comme on a quitté. Ils ont quitté le voleur pour un sorcier aujourd'hui. Le voleur, il prend ton bétail et puis il ne tue pas tes enfants. Le sorcier, lui, il est capable de tout tuer, de faire mordre tes bétails et puis tuer les enfants. Donc, je pense que Doumbouya, c'est ce qu'il est en train d'enseigner comme leçon au peuple guinéen. Vous avez vu je ne sais pas comment qualifié. Est-ce qu'il y avait eu un référendum, un référendum où tout le monde n'a pas droit à parler, n'est plus un référendum. Un référendum qui a été taillé sur mesure n'est pas un référendum où, à la veille même, on dissout les partis politiques. Ce n'est plus un référentum. Ça a dissoudre, non, suspendre. Suspendre, oui, mais oui, voilà, c'est la même chose quand vous ne participez pas, parce que vous avez une dissolution momentanée. Donc, un référendum, ça a été une campagne unidirectionnelle. C'est Doumbouya seul qui a fait avec ses militants et ses lieutenants qui ont été au chevet de cette campagne qui a milité à sa faveur. On s'entendait. Moi, ce n'est pas une surprise que ces chiffres que le ministre de l'administration, je pense qu'il a même plus trop réduit,
il devait aller à 99%. Sûrement que, bon, il y a eu des, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu 96% en Haute-Guinée, qui regroupe les régions de Farana, Kankan, là où Mamadi Doumbouya est né. 96%. Où sont partis les militants de Célin Dalo? Selou Dalen Diallo. Alors justement, chez Selou Dalen Diallo. Les militants de anciens RPG. Oui. Chez Selou Dalen Diallo, qui avait appelé à voter non, on a eu quand même le oui qu'il a emporté dans son bastion à 86%. Quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quoi que vous dites, les Guinéens ont acclamé cette nouvelle constitution, peut-être parce qu'ils y voient une sortie de crise. J'ai honte quand je parle de ce sujet. Durant 7 ou 8 ans où j'interviens sur les médias, c'est aujourd'hui je n'ai pas de mots parce que j'ai honte et je ne comprends pas. Je ne sais pas des fois qu'est-ce que nos dirigeants veulent. Et Lacmon a dit quelque chose qui est intéressant. Et il parle de là, il ne faut pas voir seulement la souffrance du peuple guinéen, il faut voir la souffrance du peuple africain en général. Nos dirigeants sont presque taillés de la même mesure. Et d'une manière ou d'une autre, le pouvoir est gangréné ou maudit par ce qu'on appelle, il y a une expression qu'on dit l'appétit vient manger, mais ici c'est l'appétit mangeant venant. Une fois qu'ils sont installés, c'est que c'est bon. Mais moi, si je ne peux pas faire mieux que celui qui est là-bas, je ne trouve pas l'intérêt de le renvoyer. C'est que je ne sais pas. Vous pensez qu'il ne fait pas, il n'est pas en train de mieux faire? Il ne fait rien, il ne fait pire. C'est ça. Comment dire, Lacmon a posé une question. Oui, mais moi je ne comprends pas. Je ne suis pas votre propos. Quand je regarde les résultats, le peuple guinéen, qui est principal concerné, a accepté. Non. Ici c'est le peuple qu'on oublie. J'ai déjà dit une fois ici qu'il faut faire attention avec le pourcentage. Si tous ceux qui se sont inscrits... Bon, nous, on parle avec les chiffres officiels. Oui, c'est ça, je dis. Si ceux qui se sont inscrits, les chiffres officiels que le gouvernement a donnés, si ceux qui se sont inscrits, par exemple, si les Guinéens sont à 8 millions, et qu'on a eu que 5 millions, on va dire que la majorité sont inscrits. Maintenant, si dans ce pourcentage, ce sont les éléments de Doumbouya qui sont allés, si c'est une localité où il y a 100 personnes et que les 100 personnes sont du Doumbouya, on va dire que 100% vont dans le milieu. Alors que si, là où il y a que ces deux personnes, ils ne vont pas dire la même chose. Mais quand même, ça, c'est la participation au niveau national. Non. 86. Samuel, je comprends ton insistance sur cette proclamation. Mais moi, je sais que s'il doit donner un pourcentage, ça n'atteint même pas 11% qui ont participé à cela. Il faut, c'est que s'il y a une lutte à faire avec les Blancs, il faut faire connaître aux Blancs que nous aussi on réfléchit et que nos dirigeants doivent arrêter de nous donner les chiffres fabriqués par rapport à ces choses. Ce n'est pas bien. Et aujourd'hui, avec les satellites ou avec les nouvelles technologies, on peut connaître à peu près combien de personnes sont inscrites là-bas. Et nous savons. Comment on empêche une population d'aller s'inscrire et pourtant, on nous dit que 80% de la population est sortie. Il faut qu'on laisse les gens manifester, sortir pour le faire. Mais quand on nous dit ça, on sait que ce sont des chiffres fabriqués. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ces chiffres. Dominique, qu'est-ce que vous reprochez à ce référendum finalement? Non, mais il n'y a pas eu de vie politique avant ce référendum. Il n'y a pas, parce que l'opposition n'avait pas eu le temps de... Voilà, je pense que... on a empêché l'opposition de faire la campagne. D'ailleurs, vous avez vu la stratégie que Doumbouya a mise en place. Tous ces leaders-là, il les a tous persécutés. D'autres sont en exil, d'autres ont été... d'autres corpus en prison, surtout ses ex-amis qui devraient avoir des moyens pour vraiment, soit lui causer des soucis. Il les a tous mis en prison, il a gelé leurs comptes. Donc, c'est les partis qui devaient animer. Il faut avoir une contradiction, d'accord? Moi, c'est vrai, je voudrais avoir une opposition qui Doumbouya affronte. Et il sort ces chiffres-là, j'aurais accepté. Mais encore que l'opposition doit être en règle aussi. Mais ça. Lui, Doumbouya, il est en règle en fonction... contre quoi il est en règle? Quelles sont les lois qui lui permettent de faire un coup d'État? Et aujourd'hui, tu as une constitution qui lui permet de revenir être président de la République guinéenne. Est-ce que lui respecte quelles règles? Quelles sont ces règles qu'il a respectées, ces règles qui l'ont conduit à être aujourd'hui chef d'État de la République guinéenne? Je pense que
et c'est vrai. Moi, c'est les leçons qu'on doit tirer, d'accord? Il faut que nous, le peuple africain qui pense aujourd'hui, parce que et je veux faire allusion à certaines trucs dans mon pays où quand je vois les gens qui pensent aujourd'hui sortir de n'importe quoi et pour donner des affabulations, oui, j'ai pu arriver à l'endroit de nos autorités. Des gens appellent à l'armée de faire coup d'État. C'est pour leur dire qu'un appel qui n'est pas dans la légalité, qui ne respecte pas les lois qui régissent le fonctionnement d'un pays, lorsque cet appel-là, c'est-à-dire que lorsque ces lois de fonctionnement sont perturbées, c'est que ça ne va pas au bénéfice de la nation. Donc je pense que c'est la leçon que nous devons garder. Quand les gens pensent que s'il y a un coup d'État qui s'opère, ce coup d'État-là ira à leur faveur, c'est ce militaire qui viendra au pouvoir va faire leur désirata. Je pense que c'est une illusion. Et les exemples sont en train de nous montrer. La Guinée est là, le Burkina est là, le Mali est en face de nous, le Niger est aujourd'hui là. C'est que, quel que soit ce que vous voulez, il faut que cela passe dans l'art démocratique. C'est nous qui avons constitué les lois et que nous devons respecter ces lois-là pour que quelqu'un devienne président. Moi, c'est pourquoi je dis, je n'avais jamais condamné le 3e mandat d'Alpha Condé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le condamne pas parce qu'Alpha Condé a modifié une constitution qui a été, la modification, c'est un principe démocratique. Et quand il l'a modifié, il y avait ses opposants, selon Alain Diallo, qui étaient vivants, qui n'ont pas été en prison. Il y avait ces classes politiques qui ont milité contre cela. D'accord? Et je pense que Alpha Condé a eu sa part de pouvoir asseoir la nouvelle constitution qui l'a permis d'aller au 3e constitution. Je pense que si j'étais en train de faire avec Alpha Condé, sûrement Alpha Condé devait terminer son dernier mandat, sûrement. Vous êtes sûr que ce serait son dernier? Bien sûr, parce que il devait renouveler, ça allait être son âge ne lui permettait même et pas. Voilà, et aujourd'hui, les Guinéens devraient faire face à une situation politique très tendue. Aujourd'hui, mais Doumbouya a trouvé une faille, c'est la population, c'est les organisations de la société civile qui lui ont donné la faille de perpétrer son coup d'État et il les sert ce qui ressemble à un coup d'État aujourd'hui, mais ils n'ont qu'à s'apprendre à leur stratégie. D'accord. Voilà. Alors, c'est-à-dire appeler au départ d'un président de la République, c'est ces conséquences-là qu'il faut payer. Maintenant, vous rappelez en début d'année, lors de ses vœux, le général, c'est bien ça, Mamadi Doumbouya, avait promis que l'année 2025 allait être une année électorale. Nous sommes en septembre, disons même le septembre est parti, ils viennent réussir le coup du référendum. Maintenant, il reste communal, législatif, sénatorial, régional, présidentiel. Vous pensez qu'il peut tenir ce calendrier? Je ne sais pas si Doumbouya t'a envoyé quelque chose, mais aujourd'hui, tu as dû dépasser. Je pose des questions, je ne défends personne, je pose juste des questions. Moi, j'ai mes notes devant moi, donc je regarde et je pose des questions. On va nous servir la même chose. Je pense que de toutes les élections, il y aura... ce sont des élections illégitimes parce que il va encore empêcher ses opposants, les sociétés civiles d'aller. C'est ça, je dis que le principe démocratique, les gens ne comprennent pas. Qu'on peut dire que quelqu'un a modifié la Constitution, la modification fait partie de la démocratie, fait partie des principes démocratiques aussi. La Constitution même prévoit la modification. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est de ne jamais permettre à votre adversaire d'avoir 100% au Parlement. Sinon, il va modifier. Quand il modifie, ce n'est plus comment les coups d'État constitutionnels. Les opposants demandent des fois, ce n'est plus coup d'État constitutionnel ou institutionnel. Parce que vous lui avez permis d'avoir la majorité de le faire. C'est là où il faut empêcher la personne. C'est au moment de vote. Vous refusez, faites tout. Militez pour que la personne ne gagne pas. Mais quand il gagne, comment vous pouvez laisser que quelqu'un gagne, qu'il soit majoritaire au Parlement, et vous refusez à ce parti de modifier la Constitution? Ça n'existe pas. On ne peut pas avoir la Constitution, l'anti-Constitution. C'est antinomique. Donc moi, ce que je dis, c'est Céline Diallo et consorts qui ont félicité Doumbouya au lendemain de son coup d'État.
Il perd les pots cassés aujourd'hui. Nous, on avait cette vision pour savoir qu'il ne va rien faire autre chose. En fait, les pays où les coups d'État ont peut-être marché et ont donné bonnes choses, c'est quand les militaires ont fait coup d'État, ils ont laissé les civils diriger. Mais les militaires ont pris goût au pouvoir. Le militaire, son rôle, c'est de défendre la nation. Mais quand le militaire même s'attaque à la nation, ça ne peut pas marcher. Donc moi, Oui, mais répondez à ma question. Ce calendrier que vous avez là, est-ce que c'est tenable pour vous? D'ici décembre, on peut faire ce tour électoral? Normalement, non. Mais vu ce qu'il nous présente, il peut dire que l'élection... il y a communal, législatif, sénatorial, régional, présidentiel. Il peut dire législatif en une semaine, ce qui suit, ou bien il peut les coupler. Au Togo, on a couplé les régionales et les législatives. Donc, il peut coupler toutes les élections aussi. Donc, quand il couple, j'espère qu'il a le mécanisme approprié pour savoir qui a voté, qui et quand. Sinon, en fait, ça ne peut pas tenir dans les délais qu'il laisse. Mais comme il fait de la magie, on attend sa magie. On va aller vers le dernier sujet maintenant. C'est le Togo. Et on va parler de l'amélioration de l'indice de développement humain. C'est ce qui réjouit maintenant le gouvernement togolais, qui fait une bonne communication tout autour. Le gouvernement a officiellement lancé le 22 septembre le rapport sur le développement humain 2025 du Programme des Nations Unies pour le développement intitulé « Une affaire de choix, individu et perspective à l'ère de l'intelligence artificielle ». Eh bien, il faut dire que le rapport révèle que l'indice de développement humain du Togo atteint désormais 0,571 contre 0,567 dans le rapport précédent. Et ce progrès permet au pays de franchir un seuil symbolique passant de la catégorie, c'est la phrase qui est importante, la catégorie des pays à faible développement humain à celle des pays à développement humain moyen. Et donc, le Togo se classe désormais 161e sur 193 pays et territoires, gagnant 2 places, et se positionne 4e rang en Afrique de l'Ouest, derrière le Cap-Vert, le Ghana et la Côte d'Ivoire, et 2e rang dans l'UEMOA. C'est ce qu'a indiqué Mme Binta Sané, la représentante résidente du PNUD au Togo. Bref, Dominique Lacmon, le gouvernement se réjouit de ce pas franchi. J'ai envie de dire amélioration de l'indice de développement humain. Pour parler français terre à terre, ça veut dire que les autorités ont fait des efforts et que les Togolais vivent un peu mieux, c'est ça? Oui. Un peu mieux qu'avant. Un peu mieux, oui, évidemment. D'abord, il faut reconnaître cela. Je pense que ce rapport reflète également les efforts que le gouvernement depuis quelques années est en train de faire pour le bien-être du peuple togolais. Vous savez que d'abord, on a depuis 2010, après les élections de 2010, à l'époque, le président de la République, qui est aujourd'hui président du Conseil, avait élaboré un plan de développement qui a été secoué par les crises Covid-19. Et après, 2025, on est parti d'une feuille de route gouvernementale aujourd'hui qui, dans les axes stratégiques, avait mis accent sur le développement humain. D'accord, vous avez vu les réformes en allant d'abord dans l'éducation, la santé et l'accès aussi à l'emploi. Mais moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on peut tout dire, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais il faut saluer les efforts déjà consentis par le gouvernement sous le leadership du président du Conseil, il y a des choses qui ont évolué en matière de... les indices du développement humain tiennent compte de toutes ces réalités. La sécurité, l'éducation, l'accès à la santé, l'accès aux services. Ils ont parlé de la stabilisation des indicateurs de santé et d'éducation, tout en améliorant le niveau de vie des populations. Voilà, l'accès aux services sociaux tels que l'approvisionnement en eau potable et tout. Aujourd'hui, moi je suis très content quand tu arrives dans des villages, vous allez vous retrouvez, vous sentez que quelque chose a changé dans certains milieux. Vous allez voir des forages un peu partout, l'accès à l'eau potable. La plupart des forages, c'est des initiatives personnelles aussi. Hein. Non, mais c'est pas une politique il y a une politique derrière. Non, moi j'ai travaillé dans ce domaine. Il n'y a pas le gouvernement qui finance, ce sont des ONG, des associations. Mais j'ai travaillé dans ce domaine et je sais que c'est sous
il y a des partenaires qui accompagnent le Togo dans ce sens. Et ces partenaires-là sont des accords de coopération. Si vous n'avez pas un bon accord de coopération, les gens ne peuvent pas vous accompagner. Ça, c'est sous le leadership du président. Donc, ça, tous ces indices, l'accès, vous avez vu les réformes en matière de l'éducation. Aujourd'hui, au Togo, on a quand même des infrastructures qui reçoivent en matière qui reçoivent nos apprenants, que ce soit le niveau primaire, la construction des écoles, et pour désengorger certains établissements, et puis voilà, tous les services qui accompagnent ces infrastructures. Si nous prenons la santé, on a beaucoup à améliorer dans le cadre de la santé en créant des centres médicaux. Des centres médicaux sociaux dans presque tous les milieux. Nous avons des unités périphériques, des soins périphériques dans des villages. Donc aujourd'hui, l'accès à ces services-là s'est amélioré par rapport au niveau où le Togo était. Si nous prenons dans la formation, les universités, il y a quand même une image que le Togo est en train de prendre. Je pense qu'à partir de cela, on peut dire que le Togo peut avoir ses services. Donc c'est un rapport bien justifié, même si il reste dans ces différents, comme on l'a dit, personne ne peut être satisfait, quels que soient les efforts que le gouvernement met en place. Nous faisons face à des crises économiques qui fait que ces efforts-là sont mis en sourdine. En fait, c'est-à-dire que lorsque vous faites des efforts et que les problèmes augmentent, vous allez voir de telle sorte que vos efforts-là ne se font pas vraiment voir, en fait. D'accord? Donc, je pense que les efforts sont là. Et c'est ce rapport le témoigne, même si les attentes restent encore plus. D'accord. Les attentes sont encore loin à atteindre. Donc, je pense que c'est un rapport qui reflète les efforts que le gouvernement a mis en place ces dernières années sur tous les axes stratégiques qui concourent au développement du pays. Est-ce que ce rapport, pour vous, je comprends pourquoi le gouvernement le salue, est-ce que c'est le reflet fidèle de la réalité? C'est à cause de Dominique que je ne vais pas être politicien, parce que je le vois défendre bien son point de vue, c'est bon. Mais avant de répondre à cette question, je vais faire un coup de cœur, je vais le faire depuis, permets-moi cela. Il y a un problème qui se crée dans le pays maintenant où les gens refusent l'argent, les billets, même quel que soit les petits ça où ça trouve un peu, surtout la mairie à Guadeloupe où j'ai été là-bas pour légaliser, et ils me disent qu'ils ne peuvent pas prendre parce que, alors que c'est eux qui sont censés prendre l'argent là, parce qu'ils peuvent aller à la banque et changer ça. Donc il faut que l'État intervienne pour régler ce problème, parce qu'il y a une loi en vigueur qui dit que toute personne qui refuse cet argent le fera à ses dépens, parce que ce n'est pas un faux billet. La personne n'est pas responsable des billets, mais la personne est responsable de la valeur. Mais c'est le gouvernement qui est responsable de ce billet, et vous refusez et vous empêchez la personne de faire des transactions. Maintenant, je reviens par rapport à cet indice. Samuel, moi, je ne sais pas ceux qui écrivent ce rapport. D'abord, on est dans un contexte où il y a une crise sociale. Où les gens disent qu'ils ne mangent pas à la faim, qu'ils ne mangent pas 3 repas par jour. On est dans une période où les parents d'élèves disent qu'ils n'en peuvent plus financièrement et matériellement vis-à-vis des exigences du ministre de l'enseignement primaire, secondaire qu'on sort. On a une période où les gens disent que rien ne marche dans le pays économiquement, financièrement. On est dans un moment où Auteur fatigue les jeunes entrepreneurs qui ferment constamment et à perpétuité à tout moment de leurs entreprises. Et qu'on nous sort un rapport qui dit que le Togo a bondi de 2 rangs et que tout irait mieux. Je ne sais pas si ce rapport est venu avant les crises et qu'on a gardé, c'est maintenant on nous donne, ou ce rapport vient pour conforter ou bien rendre le gouvernement à l'aise sur son fauteuil. Parce que, comment on peut expliquer, au moment où vous rentrez au Bénin tout de suite, même les motos là ne paient pas les 50 fois qu'on prend chez nous ici,
et que les révérends se plaignent, une fois que tu sors de ta maison, 2 ou 3 fois tu reviens, ça veut dire qu'il faut avoir 200 en main avant de payer. Ou sur la route de Vaughan, les taximans disent qu'on n'a qu'à leur diminuer le prix à 300 francs parce qu'ils n'ont qu'une seule préfecture dans laquelle ils vont. Et ils perdent 500 à laisser sa route, ce qui fait qu'ils doublent, ils surchargent les passagers. Et en part de cela, il y a, comment vous appelez ça, là où les policiers et les militaires, je ne sais pas si c'est fouille ou bien fourrière, c'est toi qui dois avoir la notion. Les checkpoints où ils sont encore embêtés là-bas. Et on nous dit que tout va bien. Bon, s'ils sont en règle, ils ne seront pas embêtés. Non, justement, je vous dis qu'ils disent que c'est le fait de payer l'argent à les 500 francs au péage et que les policiers doivent, ou bien les gens doivent prendre quelques sous ces eux, qu'il faut qu'ils prennent les sous-charges. Moi, je m'étonne même qu'arrivé au péage, vous allez voir que certains contournent, même la nuit, ils peuvent être attaqués par un braqueur, quelque chose. Les gens préfèrent, au lieu de payer les 50 francs au péage, mais c'est qu'ils n'en ont pas. Vous allez voir, des fois, quand tu as oublié de donner 200, les ceux qui sont derrière aussi passés, quand tu as moto ou si tu es un samaritain, quand tu as voiture. Donc, moi, je suis mal à l'aise de dire que je suis d'accord par rapport à ce rapport. Je suis en contradiction avec ce rapport parce que... C'est quand même un rapport du PNUD, le système des Nations Unies. Non, heureusement que je tiens Dominique à témoin. Il dit qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne croit pas à tout ce que ces gens qui sont là pour faire des choses, pour que ça marche dans leur intérêt. Donc, je me dis que d'après la déclaration de Dominique qui n'est pas d'accord pour les Nations Unies, ces rapports-là ne font qu'arranger ces gens-là. Moi, je me dis que je serais d'accord sur ce rapport si je vois aujourd'hui les Togolais dire dans la rue ou partout que les choses marchent, mais tout le monde se plaint partout. Je vous assure que... C'est pas qu'au Togo, hein? Non, je le dis, le Togo, ça monte. Il y a une dame qui me demande de lui fournir des domestiques. Une domestique, elle cherche. Samuel, quand j'ai laissé le communiqué qu'on recueille un domestique avec le salaire à l'appui, j'ai reçu 26 filles. Et il y a des étudiants parmi elles qui cherchent à faire un travail de domestique qui n'est pas payé par rapport au SMIC. Mais c'est mieux que rien. Mais je me demande qu'est-ce qui se passe. Il y a au moins 6 étudiants dedans. Il y a une dame qui m'a appelé depuis Gapé qui me dit que il faut prendre sa fille pour qu'elle puisse travailler et la nourrir. Ça veut dire que, en fait, ça ne marche pas. Je ne dis pas que le Togo est le cas exceptionnel. Même au Bénin ici, et ça ne marche pas dans certains endroits. Il y a des habitations, il y a des, comment vous les appelez, comment on appelle les bâtiments loués là, j'oublie l'expression, le mot m'échappe. Quel bâtiment? Les appartements qui sont là, mais que personne n'occupe. On talent à travailler, mais quand vous voyez des bâtiments partout où personne ne vit. Mais ce que je dis, le cas du Togo, je suis togolais, c'est ça qui m'intéresse, c'est que en fait, ce rapport est en contradiction avec ce qui se passe. Si tout allait mieux. Vous pensez que le rapport est contradictoire de la réalité? On va bouger si vous permettez. Dominique Lacmon, selon Akleso Eso, quand on écoute les Togolais de façon empirique, les gens se plaignent, ça ne va pas, il n'y a pas d'argent, il y a une crise sociale et au même moment, un rapport qui tombe qui dit que l'indice de développement humain s'est amélioré. Non, je pense que coach n'a pas compris réellement la notion d'indice de développement humain. Vous savez, en réalité, c'est vrai, les attentes sont nombreuses. Très, je pense, et sûrement même le gouvernement est conscient de tout ça. Mais on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait absolument rien. Moi, personne n'a dit que le gouvernement fait rien. Tu as dit qu'ils font des efforts. Ils ne sont pas là pour faire des efforts. Ils sont là pour trouver des solutions aux problèmes. Laissez-moi aller dans mon analyse. Tu ne peux pas aujourd'hui me dire que c'est vrai, nous sommes dans un monde où il y a cette crise économique, la flambée des prix. Si nous voulons rentrer dans ces histoires, on va te citer la Covid-19, après c'est la crise... la guerre russo-ukrainienne qui a permis que tous les produits de première nécessité puissent être à la hausse. Et depuis ce moment, vous ne pouvez pas me penser, je prends les secteurs un à un, tu peux pas me dire, si je prends dans le secteur de l'emploi, je ne peux pas me dire que l'État ne recrute pas. Et je pense que chaque année, au moins il y a des recrutements pour faire quand même entrer une masse de jeunes à la fonction publique. Ça, ce sont les efforts personnels du gouvernement. Oui, il y a des concours qui ne sont pas encore prononcés. Mais j'ai dit quand même, toi-même tu lis, ça dit que c'est un truc
qui est rentré habituellement dans les habitudes où les jeunes doivent attendre des concours de la fonction publique. Ça, ce sont des efforts. D'accord? Tu ne peux pas me dire aujourd'hui, en matière de santé, avec tous les programmes mis en place pour ce que l'assure, le programme réseau, l'accès universel de soins à tout, et le programme AMU, tout ça là aujourd'hui, que rien n'est fait dans le domaine de la santé. Personne n'a dit que rien n'est fait. Je viens avec la création de centres. Je vais te dire pourquoi le rapport là doit être justifié. Tu peux me dire si dans le domaine de l'agriculture, que les choses ne sont pas développées avec la création. Le Togo a maintenant à la souveraineté alimentaire. Avec des projets d'accompagnement des agriculteurs, tout ça là. Tu ne peux pas me dire que rien n'est fait. Donc, tu ne peux pas me dire également en matière de sécurité, ça c'est un point que tu ne peux pas aussi... Le Togo en est un leader en termes de sécurisation de son territoire et le Togolais vit en paix. La sécurité y est. Tu peux me dire aujourd'hui où la menace terroriste plane sur tous les pays que le Togo n'a rien fait en matière de sécurité. Tu ne peux pas me dire... Donc, ça veut dire que l'indice de développement humain prend en compte tous ces aspects, tous ces aspects sociaux. Et puis, on peut me dire que depuis que le Togo est né, il n'y a pas de choses qui sont avancées dans ces différents secteurs. Donc, quand on prend les secteurs un à un, il y a des choses qui se sont améliorées. Mais face à la demande aujourd'hui, c'est vrai, tous les pays le font face à la demande aujourd'hui et surtout à ces différentes crises, ça fait que les efforts du gouvernement, c'est ce que j'ai dit, les efforts du gouvernement restent en sourdine. Maintenant, il faut que le gouvernement puisse trouver d'autres créneaux. Donc, c'est ce rapport-là témoigne ces efforts que d'ici, jusqu'ici, le gouvernement a fait. Je n'ai pas dit, mais je ne peux pas me dire que le Togo, on ne mange, mais j'ai dit, il y a quand même les efforts. Et ce sont ces efforts qui sont salués par le rapport. D'accord. On va tourner rapidement, si vous permettez. Le gouvernement va tenir compte des attentes. C'est un peu ça. On ne peut pas tout peindre en noir. On peint tout en noir pour dire non, ce que dit Dominique Lacmon, c'est que, bon, on comprend qu'il y a des défis, mais il faut reconnaître ce qui a été fait. Non, le souci, c'est qu'il peut jamais avoir un débat si on ne dit pas qu'on ne se base pas sur ce qui est déjà sur place. En fait, c'est de l'insuffisance dont on parle. Sinon, on ne peut pas dire, il ne peut même pas avoir débat. Quand il n'y a rien à faire, on peut avoir un débat là-dessus. Mais quand tu prends les secteurs un à un, prenons les secteurs de l'éducation, tu dis, quand tu prends les 20 universités de l'Afrique, les premières 20 universités qu'on a fait partie, puis si tu me dis qu'on a volé sur ce plan, mais là, quand on prend le plan de l'agriculture, ça fait plus de 20 ans qu'il y a un programme... Tu parles de quoi? Je n'ai pas compris. Sur le plan agricole. Je dis sur le plan agricole, ça fait 20 ans qu'on fait la promotion de l'agriculture, mais on est toujours, même aujourd'hui, on n'a ni atteint l'autosuffisance alimentaire, ni pour aller à la sécurité alimentaire, pour aller à la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, les choses sont, les coûts tout cher, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Maintenant, je reviens sur le plan sanitaire, comme vous le dites. L'hôpital de référence, donc, l'État même fait cas par rapport à l'évolution, vous allez voir que quand vous allez, comment vous appelez ça, la consultation n'est pas en bas de 10 000 francs. Est-ce que tous les Togolais peuvent aller à l'hôpital? Quand on parle d'un hôpital de référence, en fait, nous, la population se dit qu'en y allant, elle peut avoir accès facile avec un coût modique et non, mais tout le monde ne va pas, à part les maires, les ministres qui vont... Non, attends, je n'ai pas terminé. Oui. Maintenant, vous prenez encore d'autres aspects où vous dites qu'on a évolué, et là, je ne sais pas. Mais quand je prends chaque... Oui, mais ce qu'il cite, les exemples qu'il donne, c'est des choses concrètes quand même qui ont été faites. Santé, il a parlé de l'AMU, il a parlé de School Assure, il a parlé de toutes ces choses-là. L'éducation, cette année, 5000 classes construites, etc. La sécurité, toutes ces choses, c'est quand même des choses qui sont prises en compte. Non, en fait, c'est ça que je vous le dis. Nous parlons de l'insuffisance de ce que l'État fait. Quand on parle d'on a construit 5000, est-ce que c'est de 5000 places on a besoin? On a besoin plus de 25 000 à 30 000 places, mais on conduit 5 000. Mais est-ce qu'il y a non, vous voyez, je dis quand j'ai besoin de 5 000 et que tu me donnes 1 000 francs,
tu n'as pas suivi à mon attente. Ce dont j'aime, c'est pas ça. Tu as fait quelque chose, mais tu n'as pas résolu le problème. Donc, moi, c'est pourquoi je dis, on prend cas par cas. Ce sont des mécanismes étatiques pour quand même essayer d'atténuer la situation. On ne fait qu'atténuer, on ne résout pas le problème. Moi, c'est que toi, tu veux la pauvreté secourue. Moi, je veux la pauvreté supprimée. Ce que l'État fait, c'est secourir la pauvreté. Alors qu'il faut la supprimer. Et pour supprimer la pauvreté, il faut que les choses marchent financièrement et économiquement. Moi, je ne peux jamais dire que l'État n'a rien fait. On a fait des routes, mais est-ce que les routes là sont suffisantes? Non. Donc, il faut qu'on fasse plus pour que ça. Imagine qu'on a dit notre voie chantier et que toutes les entreprises des jeunes fonctionnent normalement, ça doit aller. Ce que je dis, c'est insuffisant. Et quand tu parles que le gouvernement fait l'effort, je ne suis pas là, le gouvernement n'est pas là pour faire des efforts. Ils sont là pour apporter une solution. C'est pourquoi il y a un ministre spécialisé à chaque poste. Quand on dit ministre de la sécurité, c'est son rôle de faire la sécurité. Mais quand on dit le Togo en paix, en fait, le Bénin n'est pas en guerre, le Ghana n'est pas en guerre. Et nous tous ces pays sont en paix. Et la notion de paix est un peu galvaudée par rapport aux politiques. Sinon, il y a dans l'Antiquité romaine, on a demandé à un général d'apporter la paix dans un royaume. Il a tué tout le monde. Et il dit qu'il a amené paix. Donc, plus il n'y a pas de gens, c'est aussi la paix. Mais ce que nous demandons, c'est que tout le monde vive décemment et qu'on puisse être fier de nos pays. Moi, je suis togolais. D'une manière ou d'une autre, je ne peux jamais parler mal du Togo. Mais ce que je dis, on parle d'insuffisance de l'État et du gouvernement. Et il faut qu'on fasse. Qu'il faut que l'État fasse plus que ça. Si on a besoin de 15 000 écoles, que l'État construise 25 000 écoles, je peux comprendre. Mais jusqu'à présent, la demande est plus forte que ce qui a été fait. Il y a un ADA qui dit qu'ils sont fascinés par le rendement de l'outil, qu'ils ont oublié l'immensité infinie du chantier. Vous êtes fascinés par ce que le gouvernement fait, que vous avez oublié que la demande est plus forte que ce qui est fait. Sinon, je n'ai jamais dit que le gouvernement en même temps, ce que dit Akleso, c'est que bon, il y a tellement, le besoin est tellement grand, mais le gouvernement semble se contenter, célébrer, lever la coupe lorsque on fait si peu. Non, je ne sais pas que le gouvernement peut se contenter. Non, j'ai dit, c'est d'abord, je ne sais pas si tu as trouvé ça ou que le gouvernement se contente. C'est une question que j'ai posée. Je pense que ce sont des efforts, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance des efforts que le gouvernement quand fait. Tous les radios, toutes les télés, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a pas de la demande. Il y a la demande. Mais il ne faut pas au même moment dire que le gouvernement ne fait absolument rien. On ne dit pas ça. On n'a jamais dit ça. Et aucun pays au monde ne peut satisfaire sa population. Je ne sais pas dans quel pays il y a un pourcentage. qui va me dire que c'est ce pourcentage-là, évidemment, qu'on a donné en donnant les indices de développement humain, que le Togo a fait des efforts pour satisfaire sa population. Peut-être que sans ces efforts-là, on serait dans des situations plus complexes, compliquées même, que ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que dans tous les secteurs, il y a les efforts. Et aujourd'hui, ce que nous demandons, tout comme nous tous, nous demandons au gouvernement, c'est de continuer dans ces efforts-là en impactant pour que il y a des actions qui impactent la vie du Togolais. Ça, c'est normal, mais il ne faut pas toujours peindre en noir comme si rien ne faisait. Mais mon coach, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut, que le gouvernement fait, qu'il faut considérer à partir de là et les encourager à aller plus loin. Parce que l'homme est toujours insatiable, ça c'est vrai. Aujourd'hui, on aurait de gros salaires, de trucs, la vie chère va s'alimenter avec le niveau, avec le niveau je sais pas, le niveau de salaire que nous avons aujourd'hui. Vous savez que depuis ce moment que le gouvernement a fait l'augmentation de 10%, d'accord, pour sur les salaires, aujourd'hui, tu ne peux pas aller au marché avec 100 francs pour s'en procurer quelque chose, un plat d'aïmol comme auparavant. Donc, ça veut dire que si le Togo, il y a certaines choses, il faut, pour que le Togo puisse, le gouvernement puisse avoir les moyens pour, par exemple, l'augmentation des salaires, il faut augmenter les taxes pour que les taxes puissent rentrer. Et ça aussi, d'un autre côté, on va crier. Les choses vont flamber, les prix vont, en augmentant les taxes, les produits de première nécessité vont flamber. Et on serait à la routine. Nous avons des gros salaires, mais qui ne peuvent pas aussi aller sur nos marchés. D'un côté, vous reconnaissez qu'il faut saluer les efforts. Il faut saluer. Quoique beaucoup reste à faire. Akleso estime que devant un océan, on ne peut pas se réjouir d'un verre d'eau. De toute façon, on en débattra à d'autres occasions. Messieurs, merci d'être passés dans cette émission. Merci à vous également d'avoir suivi.
Je vous retrouve le samedi prochain. Merci.